RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Basket time. Final seconds. Bryant for the win. Pierre Dorian. Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC, tous les mardis en podcast rmc.fr. C'est évidemment une grande semaine excitante avec la venue des Spurs, de Wembanyama et des Pacers à Paris. Spécial NBA à Paris aujourd'hui avec Stephen Brun, Geoffrey Charpille et Frédéric Weiss. Bonjour messieurs. Salut Pierrot, salut tout le monde. Un petit Martin Luther King Day hier, vous avez vu 3-4 matchs, vous êtes plein d'images de basket. Oui. T'as commenté Fred? J'ai commenté, oui. T'as commenté quel match? 2 matchs, Minnesota-Memphis, Ouais. qui s'est très bien terminé, Ouais. et le petit Boston-Golden State qui était affreux. une catastrophe. 120 à 60. C'était affreux. Ça arrive, hein. Oui, ça arrive, Golden State, c'est chaud quand même. Bah, il manque des joueurs, Il y a plus rien, ça là. joue pas très bien. Oui, il n'y a pas de solution vraiment. Draymond Green, quand C'est une Draymond Green n'est coquille pas là, vide. quand Draymond Green n'est pas là, rien ne va. Ouais. Mais ça suffira pas à régler tous les problèmes Kuminga quand même. aussi qui son absence manque beaucoup. C'était une blague. Podziemski. Moi j'aime beaucoup Draymond Green, hein, mais pas. Alors, spécial NBA à Paris, voici les 3 thèmes que nous allons développer dans ce podcast. Wembanyama sera-t-il le meilleur joueur de la NBA dans 2-3 ans, comme l'a prédit Tony Parker dans Stephen Brunch sur RMC? Deuxième question, la NBA en Europe, bonne ou mauvaise idée selon vous? Et puis, vous allez nous raconter chacun une anecdote, une histoire sur Reggie Miller, parce qu'on parle assez peu souvent des Indiana Pacers. C'est parti, et évidemment le quiz sera consacré à la NBA et la France. Voilà, il y aura toujours un rapport entre la NBA et la France dans chacune des questions. C'est un quiz, je peux vous prévenir tout de suite, un peu débile. Un peu, hein. Est-ce que c'est vraiment besoin de nous préciser? Oui, parce qu'aujourd'hui, C'est encore pire. j'ai peur de votre réaction à certaines questions. Rendez-vous tout à l'heure. Pour l'instant, on démarre sur Victor. Wemby pull up three. You bet. Welcome back. Wembanyama pump fake. Drives and scores. Wembanyama the fake. 2-step drive. Lays it in. He can't be stopped. That was rude, Victor. Oh, Wemby just rejected Green as he went for a poster. Oh, not on my watch. Wemby with another block. That's 9. Wemby fires. And he hits another three. Courtois. 4 threes for Wemby. Puts in another 3. That's his 5th. 6 threes. 8 threes from Victor Wembanyama. He's not human. He's an alien. Vous avez entendu le pour 3. Ouais, pour toi. J'ai compris pour toi au Moi aussi, début. C'est pour ça que j'ai ri. C'est pas terrible hein, quand ils font du français, hein, pour l'instant. Après, ils vont Couleur s'y mettre. locale, on va dire. Non, mais Ici, ça ils va commencent le à s'y faire au bout de 2-3 ans. Mais tu peut-être. l'avais vu avec Koulibaly quand il dit sale. Sale, ouais. Et il demande qu'est-ce qu'il doit dire. Il dit bah, dis sale. C'est sale. Victor Wembanyama sera-t-il le meilleur joueur de la Ligue dans 2-3 ans? C'est l'avis de Tony Parker qu'on écoute tout de suite. Je pense qu'il devrait être All-Star cette année. Et s'il continue comme ça, je pense que dans 2-3 ans, il peut être le meilleur joueur de la NBA. C'est génial d'avoir un joueur comme ça aux Spurs. Et j'espère qu'il ramènera plein de titres pour notre franchise. C'était une discussion sur sa progression, Steve. Hein. Ouais, Il est venu à le dire tout seul, c'est pas toi qui l'as amené là-dessus, tu demandais ce qu'il pensait de sa progression. Exactement, et c'est lui qui a dit tout seul comme un grand, Wembanyama, dans 2-3 ans, sera le meilleur joueur de la Ligue. Alors, qu'est-ce qu'on en pense dans ce podcast, Steve? Bah, écoute, tu sais ce que j'en pense, Pierrot. Il prend pas un énorme risque non plus, Tony Parker. Il se mouille pas énormément. Moi, j'ai tendance à le croire aussi. Puisqu'aujourd'hui, on avait déjà fait un débat il y a quelques semaines dans cette émission sur est-il top 5 de la Ligue. Et il y en avait qui disaient qu'il est 5e. Moi, je disais qu'il était 6e. Donc, il est déjà très, très haut dans ce classement-là. Dans 2-3 ans, 23, 24 ans, il aura pris la mesure de ce qu'est la NBA. Je pense que les records vont tomber. Moi, je pense que ça sera le meilleur joueur NBA dans 2-3 ans. Je vois pas. Tu vas me dire Nikola Jokic n'a pas ce physique pour être, je pense, capable de durer dans le temps à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a la motivation? Je ne sais pas si dans 2-3 ans, Nikola Jokic ne sera pas plus intéressé par les chevaux, Pierrot, avec toi. Il sera peut-être pas au 3e étage à mettre 5 euros. On sera à Longchamp tous les deux. Il sera à Longchamp à faire des tiercés et des quintés. Moi, je mets 5 euros, il mettra 50 000. Exactement, mais par contre, il te dira de jouer son cheval. Et tu le joueras. Je ne sais pas s'il aura encore cette motivation-là. Il y a des garçons qui seront encore présents, bien sûr. Luka Doncic sera là, Shai Gilgeous-Alexander sera là. Mais en fait, je mets le gabarit hors norme de Victor Wembanyama, sa domination sur son poste de jeu fait que
des Shai Gilgeous-Alexander sont, je ne vais pas dire des joueurs lambda, mais des gabarits lambda. Luka Doncic, Shai Gilgeous, lui est un joueur à part avec ses 2,24 m et que de ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il va produire dans 2-3 ans, je pense que ces chiffres, personne va les tenir dans 2-3 ans. Il sera les 30 points de moyenne, il les pètera, les 13 rebonds de moyenne, il les pètera, il sera encore à 4 blocs, il y aura des triples-doubles, il y aura des quadruples-doubles. Il n'y a aucune raison pour que ça soit le meilleur en termes de chiffres. Après, on parlera Voilà, t'es venu là où je voulais t'emmener. Oui. Mais avant de te répondre, on va parler avec Fred Weiss. Non, mais évidemment qu'il a cette possibilité. Après, moi, je suis toujours inquiet quand je vois un gabarit hors norme comme ça. Alors oui, c'est génial. Oui, ça peut faire plein de choses. Oui, c'est fantastique. Oui, il est et par rapport au public aussi, il faut se rendre compte qu'il est 8e le plus voté pour le Star Game quand même. Donc ça veut dire que quelque part, c'est déjà une star. Tout le monde le sait phénomène est en route. Hein, là, le phénomène est en route et ça devrait être le meilleur joueur parce que il a toutes les capacités techniques, physiques. Je pense que du côté des Spurs, on veut l'accompagner. On va lui mettre les joueurs qu'il faut. Il a surtout une jeune génération qui est avec lui, qui va monter avec lui petit à petit. Donc oui, il va faire les stats. Sauf que, il a quand même un gabarit très hors norme, qui est un avantage évidemment parce que, comme le disait Stephen, il ne peut pas être comparé à un Shai parce que Shai, c'est un joueur qui est physiquement lambda. Mais par contre, il y a aussi cette problématique de grands segments, de potentiel problème de blessure plus important. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai envie de mettre. Et je sais sur quel point vous voulez rebondir. Et je suis d'accord avec vous. Maintenant, être un très bon joueur statistique, c'est bien. Mais pour être le meilleur joueur du monde, et il faut un petit peu plus. Il faut performer avec sa franchise. Il peut très bien être MVP dans 2-3 ans, donc être le meilleur joueur de la Ligue, sans pour autant avoir oui, mais je parle en reconnaissance. Alors oui, il peut être MVP et considérer que sur la saison régulière, il est le meilleur joueur, mais on est d'accord, Stephen, que le meilleur joueur, on le considère le meilleur joueur des finales, ou en tous les cas des playoffs, celui qui amène son équipe le plus loin possible. Donc oui, il peut avoir cette reconnaissance de l'année basique, j'ai envie de dire. Ce qui serait historique et ce qui serait fantastique. Mais on en veut plus, on devient glouton avec Wembanyama. Geoffrey. Moi, je vous entends, les gars, parler de la possibilité que Victor a de devenir le meilleur joueur de la Ligue d'ici 2 ou 3 ans, mais est-ce que vous voyez vraiment des mecs comme Gilgeous-Alexander, Jokic, Tatum, Karl Anthony Towns, qui aujourd'hui, individuellement, pour moi, sont meilleurs que Victor, fléchir dans les 2-3 prochaines années? Moi, je le pense pas. Karl Anthony Towns est meilleur que Victor, individuellement? T'as raison, je me suis peut-être un peu enflammé. Autant les 2-3 premiers, ils étaient bons. Jokic, Tatum, offensivement, franchement, il y a combat. Il y a combat parce que la saison est en train de faire. Mais de l'autre côté du terrain, il n'y a même pas photo. Hein. Donc moi, je pense pas que les joueurs que j'ai cités fléchissent dans les prochaines années pour que Victor devienne le meilleur joueur de la Ligue. C'est pas eux qui vont fléchir, c'est lui qui va continuer à augmenter en fait. Par contre, je fais une distinction sur le fait que Victor a révolutionné le jeu de la NBA, comme Stephen Curry a pu le faire il y a quelques années avec le tir à 3 points, comme Dirk Nowitzki a pu le faire avec le spacing et son isolation quart de terrain. Le jeu de la NBA, c'est pas encore adapté aux capacités défensives de Victor. On peut pas dire qu'il a révolutionné la NBA. Maintenant, aujourd'hui, on peut pas encore le dire. Quand même, un mec qui fait 2m24, qui monte le ballon, qui joue les pick and roll, mais pas en tant que poseur d'écran, en tant que balle en main. En fait, il a pas révolutionné la NBA. Il a juste fait en sorte que ça soit le premier garçon à 2,24 à jouer comme la NBA joue actuellement, c'est-à-dire en prenant des tirs à 3 points. C'est ce qui n'a jamais été vu auparavant. C'est ça en fait, c'est qu'un garçon de 2,24 joue exactement comme la NBA joue actuellement avec une gabégie de tirs à 3 points. Ça, c'était jamais vu, mais il n'a pas inventé encore un basket propre. Il est en train un peu de l'inventer en défense. Parce que c'est compliqué d'attaquer sur Victor. Ça, mais surtout pour révolutionner un jeu, il faut que d'autres soient capables de le faire. Personne d'autre n'est capable à l'heure actuelle de faire du Victor Wembanyama. Si tout le monde s'adapte au jeu futur des Spurs de Victor, là, il aura révolutionné quelque chose. Peut-être. Je comprends pas ce que tu veux dire. En fait. S'il oblige les adversaires à jouer différemment. Forcément, déjà, alors dans ce cas-là, je rejoins Geoffrey. Si c'est ça ton truc, bien sûr qu'ils sont obligés de jouer différemment. Ils perdent un match sur 2. En face, quand tu joues contre Wemby, tu joues pas de la même manière. Il y a des mises en place, il y a des mises en situation quand tu affrontes les Spurs qui sont totalement différentes qu'une équipe lambda. C'est-à-dire que tu fais des choses pour justement éviter que Wembanyama soit près du cercle. Il faut contrecarrer la présence de Wemby près du cercle. Donc les équipes s'adaptent tactiquement quand ils affrontent Wembanyama. Après, pour revenir à notre question, vraiment le
la grosse objection pas, que toi, j'ai. Pierrot. Non, c'est pas que j'y crois pas. J'y crois. En fait, quand je vous entends, oui, mais c'est l'échéance qui me paraît beaucoup trop courte. C'est 2-3 ans, ça me paraît beaucoup trop tôt. Mais C'est dans 4-5 ans. Il y est Mais presque t'as vu déjà où il est là? Oui, mais regarde. Bah, Alors, rappelle-toi, la première chose- je rejoins Stephen, tu te rappelles qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé, est-ce qu'il est dans le top 5? À partir du moment où tu es dans le top 5, dès ta deuxième année, enfin, ouais, mais t'es pas tout seul première dans le année top et demie. 5. C'est ça le De truc. quoi? T'es pas tout seul dans le top Non, mais je suis cinq. d'accord, Alors, sauf 5 joueurs. sauf qu'il reste 2-3 ans par rapport à son évolution. Donc dans 2-3 ans, où il sera? Oui, mais C'est-à-dire que d'accord. certains joueurs auront. Est-ce que vous voyez, on l'a déjà évoqué, mais Jokic à 29 ans, Oui, il aura dans 31, 32 ans. dans- C'est pas bon. on connaît Il a- le stick. Est-ce Oui. que tu vois Jokic Ok, être mais là, encore il est à un aller plus niveau haut? quand même, il touche les étoiles là. Quand même, il est extrêmement haut si tu compares au meilleur historique de la NBA, Jokic. C'est-à-dire qu'on compare pas à un mec qui est de passage là comme ça, qui fait un super run sur 2-3 saisons. On parle d'un monstre. Hein. Lequel des deux a la plus grosse marge de Attends. progression? Après, Ça, c'est une vraie t'auras- question. Dans 2-3 ans, Anthony Edwards aura 25-26 ans, Luka aura 27-28 ans, Shai 28-29 et Tatum 28-29. Ils seront au prime de leur carrière. Bon, peut-être pas les 5, mais peut-être 2-3 de ce 5-là. Donc ceux-là, déjà, va falloir aller les chercher. Je veux dire, OKC sera peut-être dans une dynastie, tu sais pas. Hein. Tu sais pas, mais en fait. tu sais pas. Tous les Et garçons, tous les moi, garçons ce que je me dis, c'est que, en fait, Victor, il y a deux choses. D'abord, son équipe, elle est dégueulasse. Moi, je suis désolé, Non, ça a c'est beaucoup progressé. Non, c'est faux. Moi, je vois regarder les Spurs, je n'aime pas les matchs des Spurs. Il n'y a pas d'intensité. Bah, en ce moment, c'est pas joli. beau. Ah, mais C'est- sur les il y a 3-4 des- derniers il y a- matchs, Dimanche contre Miami, c'était Il y a dégueulasse. je suis plein d'accord, les d'équipes. 3-4 derniers matchs. Il y a plein d'équipes qui sont bien meilleures. Donc déjà, il va falloir aller les chercher. Moi, je trouve que ça a déjà énormément progressé et qu'ils sont en train de faire une saison qu'on n'attendait pas forcément. Mais qu'ils aient progressé, c'est Ben, indéniable. Ben oui, mais c'est ça. Mais en fait, ça le truc. reste dégueulasse. Moi, je suis désolé, j'ai pas vu un match des Spurs où je me suis régalé. Alors, je les vois pas tous. Quand hein. on a vu 2. Non. Parce que t'as mis Miami, et j'avoue que Cette tu t'es année, pas genre, régalé. alors je vais vous dire, dimanche, j'étais cata. comme un petit épicier auvergnat, j'ai pris le NBA League Pass. donc j'en vois Tu le plein. rentabilises. Je le rentabilise, Et puis, il faut pas exactement. oublier que tu es resté un mois à la maison. Donc, on a vu des Exactement. matchs. Donc ça c'est une première chose. Et deuxièmement, en fait, le problème statistique, c'est qu'aujourd'hui, Victor, il est déjà au niveau des meilleurs. En fait, moi, j'ai pas besoin. Sauf que Pierrot. Moi, j'ai pas besoin de plus. Hein. Je Pierrot. m'en fous du nombre de points, du nombre de paniers, du nombre de. C'est pas la question. Il est déjà à combien? À plus de 20 points de moyenne. 24 et quelques. Bon alors, ça va Oui, mais déjà. Pierrot. Donc, moi, c'est pas parce qu'il sera à 30 que ça va changer quelque chose dans mon regard. C'est-à-dire que si son équipe n'est pas plus performante, qu'il soit à 25, à 30 ou à 35 points, je m'en fous. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, Ça compte pour être le meilleur joueur de est-ce la que ligue. ça, quelqu'un Pierrot. aujourd'hui estime que Lamelo Ball fait partie des meilleurs joueurs Ah, du il va être monde? All-Star. Oui, mais- Beaucoup de personnes qui ont voté pour lui. Mais C'est ce que est-ce j'allais que tu dire. l'imagines un destin de MVP? Ah, ça, t'en sais Franchement. rien, hein. Ah, ça, t'en sais rien, mec. Il suffit qu'il tombe dans une équipe qui gagne des matchs. Lamelo Ball, il fait des trucs. Alors, c'est dégueulasse à avoir joué. Mais Ça c'est plaît, ça dégueulasse plaît à pas. avoir joué. Donc Mais- à un moment, ouais, la mais dimension ouais, Oui, mais c'est collective. pas la question. C'est pas un souffle. C'est pas la question. Il fait des Pour moi, stats, c'est la et si- question si ça parce que tu es performe- dans une ligue qui est trop relevée. C'est-à-dire que si Victor, dans 3 ans, il a les stats que tu m'as annoncés et que les Spurs sont allés 5, 6e et qu'à côté de ça, tu as toujours une sorte de machine à gagner qu'est Boston, ça peut être quelqu'un d'autre. Si Cleveland est devenu cette machine à gagner, si OKC est imprenable à l'Ouest, moi je vois pas comment on va dire que c'est le meilleur joueur de la ligue. C'est pas possible en fait. Mais t'as des mecs qui ont été MVP et meilleurs joueurs de la ligue et avec des équipes qui ont eu. Mais pas beaucoup quand même. Ah bah ça existe. Oui, mais pas beaucoup. Il faut quand même À que tu partir sois du dans moment- une équipe qui déchire tout. Mais Victor, le problème de Victor, c'est que Victor est capable sur une Il y a saison eu de quoi? faire quelque chose. Il y a eu Westbrook d'historique. qui a eu son MVP parce Oui. qu'il faisait un triple-double de moyenne. Mais qui te dit Ok. que Victor Wembanyama n'est pas capable de faire quelque chose d'historique, Oui, mais Pierrot. est-ce que, oui, mais Mais est-ce que surtout, finalement, tous les garçons Westbrook, que tu au m'as final, cités- est vraiment le meilleur joueur de sa génération? Non, tu vois. Enfin, il sera Hall of Famer quand même, hein, Russell Soit. Westbrook. Mais là, on parle d'autre chose avec. Ouais, mais quand avec t'es MVP Wemby. d'une saison, t'es quand même le meilleur joueur du monde pendant cette saison. C'est- en tout on cas est les cas d'accord, comme on est ça que d'accord. considéré. Mais Pierrot, quand Tipeee moi, il mais sera là- le meilleur joueur de la ligue dans 2-3 ans, c'est le meilleur. Mais là où je te C'est le rejoins pas- meilleur pour durer quand même. C'est ça qu'on imagine Là où de je te lui. rejoins pas, Pierrot, c'est que tu me cites des Anthony Edwards, des Luka Doncic qui sont des joueurs fantastiques et qui vont être des joueurs fantastiques. Le problème, c'est que, et Luka, je suis bien placé pour en parler, c'est mon joueur. C'est que je ne vois pas. Enfin, le plafond va arriver plus vite pour Mais ces il est arrivé en garçons-là. finale. Oh. Oui, Avec des mais là, tu me- avec des performances mais là, incroyables. tu me parles de résultats collectifs. Là, être le meilleur joueur du Grâce à monde. lui, quand même. Le meilleur, oui, mais être le meilleur joueur du monde, ce n'est pas uniquement ça aujourd'hui en Ah. NBA. Et que pour moi, Mais le plafond, mais le malheureusement, plafond de t'es Victor dépendant des autres Wembanyama, aussi. le plafond de Victor Wembanyama est beaucoup plus haut que Luka Regarde, Doncic. il y a un mec- Edwards. il y a un mec qui est comparable, c'est LeBron James. Il arrive avec la même attente, avec les mêmes capacités physiques. Dans une NBA qui est moins concurrentielle, dans une conférence qui est minable. Mais sauf Pierrot. qu'à un moment, il est arrivé à un point de sa carrière où il n'y avait aucun doute, mais aucun doute, qu'il était le meilleur de tous, qui rayonnait. Il a pris combien 5 bagues en tout? C'est ça? Ou 4? Je ne sais plus. 4. Bon, je veux dire, Victor, on n'en est pas là. Je veux dire, qui finisse sa carrière à 4 bagues, moi, j'en suis pas sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça c'est très tôt pour le qu'il dire. devienne une sorte de LeBron James, moi je lui donnerais plus que 2-3 ans. Mais tu te rends bien compte quand même. C'est tout. Hein. Je pense que 2-3 ans, on est à trop court terme. LeBron, il arrive à Cleveland dans une conférence qui est nulle, mais nulle, où il n'y a aucune concurrence. Victor, il est dans la conférence Ouest, il a tout fait. Qui est minable. Il a tout fait. Il a été champion avec Miami, il a été champion avec Miami, avec les Lakers. Je souhaite à Victor de rejoindre une équipe où il y a Chris Bosh, où il y a Dwayne Wade. Je souhaite à Victor de jouer avec Kyrie Irving aussi. Et oui. Ah bah oui. Parce que LeBron, fantastique joueur, mais il ne faut pas oublier les garçons qui bien sûr, on est d'accord avec ça. Et MVP combien de fois, LeBron? Pour toi, c'est indéniable que c'est le meilleur joueur, et pour moi aussi, mais combien de fois il a été élu MVP? Pas tant de fois que ça. Pas tant de fois que ça, en fait. Oui, mais d'accord. Mais justement, est-ce qu'un titre de MVP sur une saison où il serait à 8 comptes de moyenne suffira pour dire c'est le meilleur de la ligue? Mais il l'a été pendant au moins une saison. Non, je parle de Victor. Oui. Dans le futur. Encore une fois, t'es MVP d'une saison, t'es le meilleur joueur de la ligue cette saison-là. C'est comme ça. Être MVP d'une saison régulière NBA, Pierrot, c'est très haut en termes d'accomplissement. Très haut, bien sûr, on est d'accord. Mais pour moi, si tu veux, je suis d'accord avec vous qu'on perçoit qu'il va l'être, ce meilleur joueur de la ligue, mais il me semble juste que 2-3 ans, c'est trop court. Non, mais t'as vu ça, c'est beaucoup trop court. La vitesse à laquelle il évolue, il a encore progressé par rapport à l'année dernière, alors qu'il avait fait des stats incroyables. Ouais, il est toujours en progrès. Oui, il a progressé sur les rebonds. Est-ce que tu imagines les Spurs l'an prochain jouer le titre? T'en sais pas. Moi, je les imagine pas. Tu sais pas. Et dans 2 ans, il y a des paliers déjà. Ça me semble compliqué. Et là, on y arrive à l'échéance de 2-3 ans. Juste une question, LeBron, il a attendu combien de temps pour être champion? Mais c'est ça, mais c'est la même chose. Est-ce que pour autant, c'était pas un des meilleurs joueurs, ou voire le meilleur joueur pendant une période? C'est une vraie question. Vraie question. Fred, tu dis que Victor, il peut encore progresser sur plein d'aspects, mais est-ce qu'on n'a pas déjà atteint un petit peu une sorte de plafond de verre pour Victor? Il peut progresser sur quoi? Là, encore plus. J'espère qu'il va progresser au shoot à 3 points. Je pense qu'il peut faire 6 passes décisives de moyenne, 6 ou 7 passes décisives de moyenne. Là, il en a à 3,7. Oui, mais pour faire des passes décisives, donc du coup, pour augmenter ses statistiques, il faut qu'il aille dans une équipe qui gagne, qui met des puntos et qui remporte les matchs. Non, mais sur la qualité de passe. Après, ça dépend de lui aussi des meilleurs choix. Il peut faire des meilleurs choix aussi de passes. Quand tu vois ce que fait Jokic, il peut progresser de ce point de vue-là. C'est-à-dire la vision du jeu et les passes. Tu vois, Jokic, c'est un très bon exemple. Est-ce que tu ne penses pas que le plafond de verre de Jokic est quasiment atteint alors que celui de Wembanyama? Oui, mais d'accord, mais il est sur Mars. Non, mais je suis complètement d'accord. Sauf que tu es en train de comparer avec Victor. Victor, il n'a pas atteint cette plénitude encore. Dans 2-3 ans. Jupiter, c'est pas Mars. Ça peut aller encore. Tu t'imagines pas. Ça peut aller beaucoup plus loin que Jokic. Non, ça peut pas aller beaucoup plus loin que Jokic. Ça peut aller plus loin que Jokic. Jokic, il est trop haut pour dire ça peut aller beaucoup plus loin, c'est pas possible. En tous les cas, plus loin. Une chose que ne fera pas Victor, qui a fait Jokic, c'est éventuellement une saison en triple-double. Jokic n'y est pas, mais il y est presque. J'ai du mal à voir Victor à 9 passes et demi. Maintenant, mettre 30 pions de moyenne sur une saison et faire 11, 12 ou 13 rebonds par match, et 6 ou 7 comptes, moi j'y crois. C'est finger in the nose pour Victor Wembanyama, Pierrot. Oui, mais encore une fois, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, qu'ils mettent 25, 30 ou 35, ça ne va pas fondamentalement changer le regard que j'aurai sur lui. C'est-à-dire que s'il met 35 et que les Spurs sont premier ou deuxième à l'Ouest, là, d'accord. Si c'est lui qui fait gagner tous les matchs des Spurs, comme fait Jokic aujourd'hui. Meilleur score de la Ligue, Pierrot, pour toi, ça n'a pas d'impact. Ça a un impact, mais c'est pas le critère déterminant ultime pour dire que c'est le meilleur joueur de la Ligue. Mais c'est quoi le critère déterminant ultime? Il faut pour moi que tu domines statistiquement, que tu domines aussi ton adversaire sur le parquet, et que ton équipe soit un contender dans les 2-3 meilleures équipes. Les deux premières choses que tu as citées, je suis d'accord avec toi, c'est dépendant de lui. L'autre, c'est pas dépendant de lui, c'est dépendant de sa franchise, des gens qui l'entourent et comment c'est construit en fait. Tu peux pas en vouloir à Victor d'avoir une équipe qui est pourrie. Je suis d'accord, je lui en veux pas. C'est pour ça qu'il a été drafté aussi haut. Mais comment tu veux, c'est pas ça que je te dis, comment tu veux juger de la qualité d'un mec individuellement lorsque son équipe est en milieu de tableau? Comment tu fais pour déterminer que c'est le meilleur joueur du monde? Tu peux pas. Quand il est inarrêtable, quand grâce à lui il gagne des matchs, mais pas tous en fait. Oui, mais ils vont pas tous les gagner parce qu'encore une fois, c'est pas la même équipe. Je te rappelle que Shai Gilgeous-Alexander, quand il arrive à OKC, il y a 3 saisons où ils font pas les playoffs. C'est un bon joueur, mais le problème, il fait pas gagner son équipe. La construction a mis du temps à arriver avec OKC. Shai était un bon joueur. C'est pour ça que je veux lui laisser du temps, moi. Mais il n'a pas permis. Oui, mais ça a pris 3 ans à OKC. Et donc, pourquoi pas en 3 ans pour Victor à partir de maintenant? Sachant que le process, il a déjà démarré depuis 2 ans. Il a déjà démarré. Vu d'où il part, c'est beaucoup mieux quand même. Vu le niveau qu'il a déjà et d'où il part et la concurrence, ça me semble trop court. Pour moi, je lui donnerais 4-5 ans. C'est-à-dire qu'il aura 24-25 ans, c'est très jeune. Il sera à 45 points de moyenne. Ouais, c'est ça. Il ne va pas augmenter chaque année non plus. Bon, Geoffrey?
Non, mais moi, il croit pas. De toute façon, lui, il sera en Colombie. Il sera tranquillement. Il en sera la bachata. Hey, là, avec son chapeau. Non, mais c'est possible, mais je te rejoins entièrement. C'est possible pour la danse ou pour... Surtout pour la danse. La danse, c'est lui le GOAT. Surtout pour la danse. Ah, ça me fait plaisir. Mais je te rejoins entièrement. D'ici 2-3 ans, c'est trop tôt. D'ici 4-5 ans, les autres, ils auront un peu plus vieilli. Ils auront des statistiques peut-être un peu moindres. Et dans ce cas-là, peut-être que Victor, peut-être en plus dans 4-5 ans, il sera dans une autre franchise qui va gagner des titres. Et dans ce cas-là, on pourra parler de lui comme le meilleur joueur de la Ligue. Mais pas tout de suite. Est-ce que dans 2-3 ans, Geoffrey Chapuis sera à la tête du cartel de Medellín? Alors ça, c'est non, c'est sûr. Alors ça, c'est non. Franchement, tu sais pas. Ça peut aller très très vite. Il y a une grosse marge de progression. C'est un Basket Time spécial NBA à Paris. On va débattre donc de la NBA Europe. Bonjour. Depuis quelques jours, ils n'ont que ces mots à la bouche. Le NBA Paris Game. This is for Paris. You open your city up to it. Mitchell has his head up, takes LeVert feet. Oh my! Donovan Mitchell, an eye-popping flush. Is the NBA really coming to Europe? That's the buzz that has been making headlines, and it's getting louder with each new statement. Oh! Sent away by Bridges. Bridges, no hesitation. Mikal Bridges, he's on fire. Le NBA Paris Game. Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Welcome to the O2 Arena here in London. Merci beaucoup. Alors, la NBA Europe, bonne ou mauvaise idée? La NBA désormais joue tous les ans un ou plusieurs matchs en Europe et veut continuer de se développer. Et ça n'est plus simplement une rumeur puisque beaucoup de personnes en ont parlé. On attend peut-être même des annonces là, cette semaine à Paris à l'occasion des 2 matchs entre les Spurs et les Pacers. Il y a un projet d'NBA Europe qui est très sérieux et qui progresse. David Kahn n'en fait pas mystère, le président de Paris Basketball. Tony Parker l'a évoqué aussi. C'était toujours dans Stephen Brunch dimanche dernier. Je suis dans les discussions et je peux pas trop, je peux rien dire en fait pour l'instant. Et le patron parlera quand il parlera. Mais en tout cas, je sais que la NBA, ils sont très très sérieux en tout cas. Voilà. Je pense qu'on peut arrêter de parler de rumeurs. Il y a un projet. Alors jusqu'où ira-t-il? Est-ce qu'il verra... On le sait depuis longtemps. Moi, j'avais parlé à Cyril Linette qui avait été interrogé justement pour devenir le patron de cette NBA Europe. Donc il m'avait dit que il a pas gagné non plus les élections. Il n'a pas gagné. Cyril Linette, c'est vraiment pas sa spécialité les élections. Non, blague à part, il cherchait quelqu'un qui était plus basket, donc c'était assez logique. Mais oui, on a entendu parler. Après, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Justement, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que ce sera un championnat local, pas un championnat mélangé avec la NBA actuelle, non. Pas de franchise européenne de la NBA américaine, et que ça démarrerait assez rapidement, c'est-à-dire à la fin de la licence Euroleague 2026, c'est-à-dire pour la saison 2026-2027. Les mecs sont à l'affût. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Hein. Alors, objectivement, c'est déjà pas mal. On sait déjà pas mal, exactement. On sait un petit peu les contours, on imagine que ce sera les capitales, on imagine qu'il y aura de l'argent investi et que le pouvoir médiatique, économique et de marketing de la NBA sera mis au service de cette ligue. Alors Fred, est-ce que tu es chaud? Moi, je suis toujours chaud, bien sûr. Après, il faut se poser une question. Parce que on a aux États-Unis une ligue qui est communiste. C'est une ligue qui partage les droits de façon équitable, qui se débrouille pour que... C'est Robert Hue qui est à la tête de la ligue. Honnêtement, la ligue NBA est une ligue communiste. Vraiment, tout est partagé de façon égale, etc. Ouais, est-ce que tout le monde est prêt à ça? Tu as le droit d'exploser les plafonds tant que tu as de l'oseille. Oui, il faut payer. Il faut payer et tout est fait pour qu'il y ait un système quasiment égalitaire, avec en plus ce système de draft qui te permet de revaloriser tout. Ça serait tout remettre à plat du côté du basket français. Si tu utilisais le même système, tu n'es pas obligé non plus. Si tu n'utilises pas, c'est quoi l'intérêt d'avoir le pouvoir médiatique et marketing et financier, encore une fois, de la NBA? Parce que justement, ce qui fonctionne, c'est ça. C'est que tous les ans, tu peux avoir des mauvaises équipes qui se renforcent grâce à la draft. Donc je ne sais pas comment mettre... Tu peux pas instaurer un système de draft dans 2 ans en Europe, c'est impossible. Donc je ne sais pas quel serait vraiment l'intérêt, et je m'inquiète toujours, parce que quelle est la réalité économique du basket en Europe? Tous les clubs qui gagnent des titres, c'est 20 millions de déficit chaque année. Hein. Minimum. Donc c'est une vraie inquiétude, parce qu'ils sont souvent endossés à des clubs de foot qui ont beaucoup d'argent. Donc perdre de l'argent, c'est pas très grave. Mais dans ce cas de figure où ce serait des franchises, est-ce que ce serait pas un peu différent? Les clubs grecs, par exemple, comment ils font pour se financer? C'est des mécènes. C'est les plus grands milliardaires du pays qui sont à la tête Turquie, pareil. Et ils payent pas toujours, d'ailleurs, les Grecs. Mais... Ils ont envie de payer. Ouais, c'est ça. Geoffrey.
Moi, je suis totalement contre l'idée parce que je trouve que déjà les problèmes qu'il y a en Europe avec le conflit entre l'Euroleague et la FIBA, ça fout un bordel monstre. On sait même plus, pas tout le monde. on sait même plus quelle compétition on regarde. Parfois on regarde l'Euroleague, parfois l'Eurocup, parfois la Champions League, parfois la FIBA Basket League. Là, on va rajouter une autre compétition avec une ligue peut-être estampillée NBA, mais avec des équipes d'Europe qui viendraient de Berlin, de Londres ou de Paris. On ne comprend rien. Non, mais il faut qu'ils gardent les marques. Hein. Faut pas qu'ils fassent des franchises créées de toutes pièces. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'ils gardent l'identité des clubs. Tu vas pas faire. Je pense que ce sera Paris Basketball. Oui, voilà. Sinon, c'est ridicule. Je pense que ce sera Bayern Munich. Tu vas pas faire les Olympiakos Hornets. Ça va pas fonctionner, ça. Hein. Non, mais sérieusement. C'est drôle, mais non. Parce que non, c'est ce que semblait plus ou moins envisager Geoffrey. Là, dans un premier temps, ils veulent peut-être pas faire ça. Ils veulent garder les identités européennes pour faire une NBA Europe, mais qui nous dit pas que d'ici 2030, ils vont pas faire des Olympiakos Hornets, des Maccabi Tel Aviv. Ils sont capables de tout. Non, mais tu vas te heurter quand même aussi au côté historique des clubs qui vont pour qui ils vont. Parce que nous, t'as des rivalités locales, par exemple. J'espère. Tu peux pas non plus tout transformer. Parce qu'en plus, il y a 13 clubs d'Euroleague qui sont actionnaires de l'ESA, la société qui est le CA, qui gère l'Euroleague, dont le Real, Barcelone, le Pana. Donc j'espère que ces clubs vont garder leur identité locale, leur identité européenne. Mais je me dis, contre l'argent aujourd'hui, on peut quoi faire ? Si on peut faire quoi ? Si la NBA arrive en mettant des millions, des milliards, peut-être qu'à un moment donné, les clubs, Pierrot, il l'a dit. Mais ils vont pas investir à perte non plus, tu vois. Il faut que le business rentre. Parce que j'ai quand même ouï dire que ce qu'ils ont fait avec la balle en Afrique, ils perdent beaucoup d'argent. La NBA avec la balle en Afrique, c'est une espèce de NBA. Ouais, mais alors c'est un peu différent. Quand c'est l'Afrique, c'est un peu, on renvoie un peu l'ascenseur pour tous les joueurs que vous nous envoyez. C'est un peu entre guillemets une bonne action dans ce cas de figure. Je pense que c'est pas un business qui leur rapporte. Non, mais je pense que c'est pas vraiment que pour le business. C'est plus pour l'image qu'ils l'ont fait. Alors que ici, ça serait un peu plus pour le business, à mon avis. Sachant que la balle, le niveau est affligeant. En Afrique, c'est petit niveau. C'est-à-dire que la NBA ne donne pas suffisamment d'argent pour qu'ils puissent recruter des joueurs. Ça, par contre, c'est extrêmement dommage. Avec des ricains qui jouent en Pro B il y a 5 ans, qui shootent 25 fois. Donc j'espère que c'est bien différent. Mais il y a quand même d'autres structures en Europe qu'il peut y avoir en Afrique. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont faire parce que l'Euroleague vient de re-signer un partenariat avec IMG pendant 10 ans. Donc ça veut dire que, mine de rien, l'Euroleague, ils disent la NBA en Europe, nous, tiens, on prolonge de 10 ans notre partenariat avec IMG. Et pour moi, il est hors de question qu'on revienne à l'époque des années 2000 où il y avait l'ULEB et l'Euroleague, où il y avait deux compétitions dissidentes avec d'un côté le Real Madrid, le Pana, le Maccabi et compagnie, et d'un autre côté Barcelone, Olympiakos. Moi, s'il y a la NBA Europe, tous ces grands clubs qui font briller actuellement l'Euroleague, il faut qu'ils jouent tous ensemble dans la même ligue. J'ai pas envie de me retrouver avec une moitié de club à droite, une moitié de club à gauche. Donc j'ose espérer qu'un jour, il y a des grands garçons FIBA, Euroleague qui s'installent ici au studio, pourquoi pas de basket time, et qui mettent des casques et qui discutent pour l'intérêt du basket, que ce soit l'intérêt économique ou l'intérêt du sport. Parce que moi, j'ai pas envie de voir encore deux ligues parallèles. Geoffrey. Mais je suis d'accord, sauf que c'est quoi la réalité économique de l'Euroleague actuellement ? Tu vis comment ? En fait, il n'y a pas de réalité économique. Tu gagnes pas d'argent, donc il faut un système qui soit au-dessus. Sauf que tu sais très bien comment ça se passe. Tout le monde profite un peu du petit système qu'il y a actuellement pour gagner de l'argent. C'est le sportif. C'est le sportif. Oui, sauf que, donc il faudrait effectivement fusionner l'Euroleague et cette ligue. Alors est-ce que tu imagines, est-ce que c'est envisageable de penser que l'Euroleague, on garde tout ce qui fonctionne là, c'est-à-dire on fait aller le même championnat, juste il est estampillé NBA avec toute la puissance marketing, d'organisation, etc. Est-ce que ça c'est envisageable ? Ça serait top. Ça serait la seule solution. Sachant que l'Euroleague n'est une ligue semi-fermée, il y a des clubs qui peuvent venir. La NBA, on sait qu'on connaît leur concept. Ligue fermée. C'est ligue fermée, on n'a pas de descente. Elle est quasiment fermée. Enfin, pas fermée, mais tu peux rapidement rapidement la fermer, quoi. Oui, tu peux. Il y a des clubs qui sortent, il y a des clubs qui rentrent. Ouais. Oui. Il y en a quelques-uns, il y en a deux ou trois. Il y en a quelques-uns. Tu peux rapidement dire c'est fini, on prend 18 et puis basta. Mais je ne sais pas s'il va y avoir des annonces. En tout cas, ils bossent, la NBA bosse dessus. On attend tous des grandes annonces du patron Adam Silver cette semaine. Je ne sais pas. Après, il y a un truc qui me semble, là où j'imagine que la greffe puisse avoir du mal à prendre, c'est que c'est pas du tout le même jeu. Je ne sais pas si ça va intéresser le public américain, très franchement. Même si tu leur fais le même décorum que la NBA, est-ce qu'ils vont se mettre à mater un Anadolu Fenerbahçe ?
Je sais pas, j'ai du mal à y croire. Mais je suis pas sûr que la NBA fasse ça pour que les gens aux States y regardent en fait. Ouais, mais c'est quoi la cible? Ouais, mais alors du coup, Donc, exactement, dans ce cas-là, quel est ton marché? S'implanter de plus en plus en Europe et avoir le logo NBA printé sur la carte européenne des plus grands clubs. Comment tu te payes alors? Avec des droits télé colossaux? C'est difficile à imaginer en Europe. Attention, parce que quand c'est la NBA qui marketing et qui organise, je pense qu'il y a du sponsoring à droite à gauche qui va avec. Donc je pense qu'ils arrivent armés financièrement. Ils arrivent armés, mais encore une fois, c'est qui la cible? Parce que quand tu regardes l'Euroleague, justement, il y a cette divergence d'opinion en disant je préfère l'Euroleague, je préfère la NBA. Il y a beaucoup de ce combat entre les personnes qui préfèrent l'un ou l'autre. Et là, tu vois, ce que j'aime bien, c'est la différence aussi. Oui, mais ce que j'aime bien, c'est avoir deux spectacles différents. Tu peux aimer les deux. Oui, tu peux aimer les deux, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui différencie l'Euroleague de la NBA, c'est parce que les matchs sont plus serrés, etc. Mais si tu marketes tout de la même manière, c'est quoi l'intérêt d'une NBA Europe? Exactement. Et puis si tu marketes tout, peut-être que le vainqueur de l'Euroleague, il rentre en playoff en NBA. T'imagines le bordel? Ah, ça c'est possible. Hein. Non, mais ils sont capables de faire ils sont tout à fait capables de faire un truc de ce genre. Mais ce que je veux dire, c'est que comment tu gardes les supporters de l'Euroleague? Là, c'est un scoop. Hein. Mais c'est incroyable. C'est venu dans son cerveau, mais je suis sûr qu'ils vont faire ça. L'idée, elle est brillante. C'est le vainqueur de l'Euroleague, il participe au play-in. Tu finis les playoffs d'Euroleague au mois d'avril, et hop, ensuite t'enquilles. Non, ça pourrait être. Mais encore il y a un autre souci, c'est que par rapport aux spectateurs, s'ils marketent les deux championnats de la même manière, ça veut dire que tu vas passer d'une ligue d'équipe à une ligue de joueurs. Et je sais pas si les équipes Euroleague vont résister à ça. Tu vois, quand tu vas je sais pas qui tu vas trouver pour mettre en avant, quel joueur tu vas mettre en avant. C'est compliqué quand même. Hein. Tu les as pas, les LeBron James et Steph Curry, tu as des super joueurs, mais ils sont un peu plus effacés quand même. Oui, après, dans l'Euroleague. Tu as beaucoup d'anciens joueurs NBA qui aujourd'hui évoluent en Euroleague. C'est pas les plus sexy. Non, mais tu peux surfer sur Kendrick Nunn, sur Evan Fournier. C'est moins sexy quand même. Il y a Mike James qui va ramener Kevin Durant, et puis voilà, ce sera magnifique à Monaco. Tu as vu que Damien Lillard a dit que j'ai cru voir ça, qu'il verrait bien finir en Euroleague. Ah, c'était une question du quiz? Non. C'est cru, parce que c'est vrai qu'il dit ah merde. Bon, on a fait le tour ou pas? All-Star Game Euroleague NBA, c'est possible? Ça serait bon, je pense. Je sais pas si ça les ferait vraiment bander les Américains. Le champion NBA contre le champion de la NBA Europe. Ça pourrait être comme la Super Coupe intercontinentale au foot. C'est incroyable, il y a des idées de partout.